On va profiter, tu vois, des petits nuages qu'on va mettre au premier plan avec les Havres derrière. Je vais faire une image que j'ai jamais faite là, je crois. Un des plaisirs que j'ai à survoler cette côte, c'est de pouvoir la redécouvrir à chaque fois sur un angle différent, sur une vision différente, avec des couleurs selon les saisons, selon les marées, selon l'heure de la journée, qui fait que c'est un petit peu comme un paysage, un tableau changeant et éphémère. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir les arabesques qui sont dessinées sur le sable par l'eau, la mer qui est descendue. On a vraiment l'impression d'être face à une œuvre d'art. Jérôme Ouivet est un photographe du ciel. Quand nous l'avions rencontré en 2012, il se passionnait pour les grands paysages du Cotentin. Aujourd'hui, il a rajouté un nouvel axe à son travail. Ce qui m'intéresse, c'est d'à la fois faire des photographies, des paysages de ces lieux qui sont extraordinaires, des lieux de contraste très marqués en graphisme, mais aussi de voir ce qui s'y passe, de voir les gens qui y vivent, qui y travaillent. Pour photographier ces gens vus du ciel, il va sillonner en ULM l'un des territoires les plus étonnants du Cotentin, la Côte des Havres. La Côte des Havres, en fait, c'est cette succession de 8 havres marins qui partent de la baie du Mont-Saint-Michel et qui vont jusqu'à la pointe de Carteret. C'est un site qui est absolument unique en Europe. Donc là, on rentre dans le havre de Saint-Germain. Et ben, ma foi, c'est joli là. Regarde un peu ces couleurs sur le sable, ce dégradé de vert, d'émeraude, presque de turquoise et de sable. Ça, c'est un vrai régal pour la photo. Les havres du Cotentin sont une véritable richesse du littoral normand. Ces estuaires, longs de plusieurs kilomètres, sont dessinés par le cours des rivières. Jérôme veut photographier depuis le ciel une jeune femme qui travaille depuis 7 ans dans les herbus, ces vastes espaces recouverts régulièrement par les grandes marées. On va essayer d'aller rejoindre Stéphanie Maubé, qui est éleveuse de moutons, les moutons de Pré-Salé. Oui, Stéphanie, c'est Jérôme là. Donc là, on est en approche, je pense qu'on arrive d'ici 2 minutes. Attends, je sors mon appareil, je vois Stéphanie. Et ouais, super, écoute, je la vois bien. On va se rapprocher, ouais. Excellent, tu peux faire un beau virage vers la droite. On va essayer de passer la rivière. Voilà. Ouais, c'est chouette ça. Ouais, c'est super. Encore, on revient, il y a une belle file indienne là. Ça peut être sympa. Ouais, c'est super. Ce que j'aime en photographiant du ciel, c'est d'avoir un regard décalé, un regard différent, observer l'activité humaine, regarder ces hommes et ces femmes, les pieds enracinés dans le sol, et puis moi au-dessus, un peu comme un oiseau, à voler, à tourner autour pour essayer de capter les choses de manière un peu plus belle, un peu différente. C'est ce qui me motive, c'est ce qui m'amène à toujours repartir en vol. Jérôme poursuit sa route vers un autre havre, Port-Bail.
En chemin, il passe au-dessus des cabines de plage de la station balnéaire de Gouville-sur-Mer. Ça, j'adore parce qu'on a l'impression que c'est les petites maisons du Monopoly, juste sous nos pieds. Qu'est-ce que c'est graphique là, ces petites cabanes alignées. Construites au début du XXe siècle, ces cabines se transmettent toujours aujourd'hui, de famille en famille. Le havre de Port-Bail, comme on l'appelle le port des îles, parce qu'on est à moins d'une trentaine de kilomètres des îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey, qui sont à quelques milles marins. Niché au fond de l'estuaire, Port-Bail était au Moyen-Âge une étape sur les routes commerciales entre l'Angleterre et la Méditerranée. Là, on voit bien l'église Notre-Dame, l'église du XIe siècle. Un beau vestige de la guerre de 100 ans. On aperçoit là sa tour qui est couronnée de créneaux et qui est surmontée d'une pyramide. Et au pied de cette église, le joli petit pont là, avec ses 13 arches. Voilà, je vais le prendre en photo, ce pont. Tu vas faire un petit virage sur la droite. Puis on va essayer de faire une jolie vue verticale. Ah, c'est chouette. Là, on arrive exactement au-dessus de la pointe d'Agon, avec son petit phare rouge et blanc. Jérôme passe au-dessus du havre de Raigneville, le plus grand de la côte ouest du Cotentin. Ici, la mer remonte jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. À la sortie du havre, apparaît le dernier objectif de Jérôme, les producteurs de coquillages. Ah, voilà, tu vois la marque, on voit bien les parcs à 8 là en transparence. Vue du ciel, les parcs ostréicoles du Cotentin sont vraiment magnifiques. On voit il y a des tracteurs, ça nous intéresse. Tu vois, on voit en fait les ostréiculteurs qui sont en train de descendre leur matériel, qui vont sûrement commencer à intervenir et travailler puisque la mer baisse. C'est une activité humaine qui est très présente ici puisqu'on a une centaine d'entreprises de conchiliculture réparties sur la côte ouest du Cotentin. La côte normande est la première région productrice d'huîtres en France. Juste à côté des parcs, des éleveurs de moules sont aussi à pied d'œuvre. J'ai vu des gens en train de tendre des lignes entre des poteaux et j'aimerais bien aller voir de quoi il s'agit. Ok, bah écoute, on va se poser. Jérôme atterrit près de la commune de Pirou, où travaillent les producteurs de coquillages. J'étais tout à l'heure au-dessus de vous là, j'ai trouvé que c'était magnifique. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, on est en train de mettre du naissin de moule qui vient de Noirmoutier, qui est arrivé hier après-midi et qui va être étendu sur les chantiers à moule pendant 1 mois et demi. Et vous faites ça souvent? Ah non, aujourd'hui c'est exceptionnel, c'est qu'une fois par an. Ah, une fois par an. Vous avez de la chance aujourd'hui. Et donc ça, sur les cordes ici, je retrouve le naissin de moule. Oui. Et il y a combien de cordes ici? Il y a combien de... Alors là, ici, on est en train de mettre 3 km. Donc c'est des cordes de 100 mètres maximum. D'accord. Et ça, ces cordes, elles vont rester en place pendant combien de temps? Donc on laisse à peu près 1 mois et demi à 2 mois maximum pour qu'ils grossissent. Et ensuite, on les installe sur les poteaux qui sont juste à côté pour que ça continue à grandir. Voilà, tout simplement. Ces pieux de bois enfoncés sur la grève, ce sont les fameux bouchots. Ils permettent aux moules de grandir pendant 1 an
et de profiter ici des plus grandes marées d'Europe. Donc c'est des coins assez riches, parce que tous les havres nous amènent beaucoup d'eau douce pour la culture, pour que ça pousse bien sûr plus facilement. Plus il y a d'eau douce, plus les moules poussent. Françoise travaille avec son mari Pascal sur les parcs à moules de Pirou depuis 30 ans. Mon père était pêcheur, méthyliculteur, ostréiculteur. C'est eux qui ont découvert les premières moules et les huîtres à Pirou, voilà, pour implanter les pieux. Et après, il y a eu mon grand-père qui était, avant mon grand-père qui était pêcheur, qui faisait les filets et qui était avec les chevaux et les charrettes, quoi. Et après, moi, j'ai travaillé toute mon enfance avec mes parents dans les moules. Et donc, j'ai repris cette activité-là, parce que ça me plaisait beaucoup. Va pas trop vite. On va y arriver. Pour moi, en fait, voler au-dessus de ces gens et venir les photographier, documenter en fait ces métiers, c'est un vrai plaisir parce que ces gens-là, ils cultivent en fait un produit qui est noble, un produit dont on se régale régulièrement. Venir les regarder travailler, voir la passion en fait qui les anime, le plaisir qu'ils ont à nous donner, je trouve ça fantastique. Et puis c'est bien de le fixer parce qu'on espère que ça disparaîtra pas, on espère qu'il y aura toujours des producteurs. Françoise fait le tour des bouchots pour veiller à la bonne croissance de ces moules. Là, je regarde s'il y a des perceurs. Comme vous voyez, j'en ai ramassé là encore. C'est quoi les perceurs? Les perceurs, c'est des petits, comme des petits bigorneaux. Ça ressemble comme des petits bigorneaux, vous voyez. Ça s'appelle le perceur. C'est un prédateur pour la moule, parce que ça perce la coquille de moule, ici, et ça suce tout l'intérieur. Vous voyez, là, il y en a un ici. Ça, c'est un sacré prédateur. Hein. Ça, et les mouettes... Bon, on va essayer de se faire quelques photos là, c'est super, c'est magnifique. Ok, on me regarde. Ouais, c'est chouette ça. Quelques jours plus tard, Jérôme met le cap sur l'une des baies les plus célèbres du monde. Pour la première fois, il va photographier un événement qui n'a lieu qu'une fois par an. Le premier passage dans l'émission des Racines et des Ailes, en fait, ça a été un petit peu comme un booster de ma carrière. J'avais démarré ici avec l'ouverture d'une galerie et puis j'étais pas forcément encore très connu. Ça a permis une reconnaissance, un développement de mon travail. Ça a été un vrai cadeau de la vie finalement, un vrai cadeau pour développer puis continuer à partager cette passion finalement avec le public, continuer cette aventure. Aujourd'hui, je vais être dans la baie du Mont-Saint-Michel et je vais photographier un pèlerinage avec plus d'1 millier de pèlerins qui vont traverser cette baie à pied. C'est un événement assez exceptionnel, ça devrait être très esthétique. Je pense que je vais me régaler parce que la voir du ciel, c'est un peu un cadeau aussi, c'est un privilège, ça j'adore. Chaque été, le Mont-Saint-Michel est le théâtre d'un des plus importants pèlerinages de la chrétienté. Depuis le Moyen Âge, des pèlerins traversent la baie et parcourent 6 km à travers l'eau et le sable pour atteindre l'abbaye. Pour photographier ces pèlerins, Jérôme va faire équipe avec Alexandre Moore, un guide de la baie. Allez-y tranquillement, marchez doucement. Faites attention, ça va être un peu glissant, ça va être un peu mou sur la fin. Ça ira? Ça va aller, voilà. Allez-y bien doucement, ça glisse et c'est un peu mou. On y va cool. Avec plus de 1500 traversées à son actif, Alexandre est l'un des meilleurs guides de la baie. Il aide les pèlerins à franchir les passages les plus difficiles. Marchez tranquillement. On y va tranquille, tranquille, tranquille. Parmi les dangers, il y a les sables mouvants, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait très attention, nous,
au passage qu'on va emprunter. Et puis, il y a la marée, bien évidemment. Ça, ce sont les deux gros dangers. Ensuite, il y a la météo qui peut être un gros danger, l'orage et le brouillard. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce genre de problème. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les sables mouvants. D'accord ? C'est un peu la chose typique, mythique un peu du Mont-Saint-Michel. Et on va essayer d'en trouver. Je pense qu'ici, on peut en trouver. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Venez bien autour de moi. Bien autour. Et on va bien danser la petite samba normande. Allez, on est parti. Voilà. Vous commencez à sentir que ça bouge ? Vous sentez un peu l'eau sous le sable, là ? Oui. Voilà, c'est très bien. Si on piétine sur place, ah oui, on s'enfonce. Alors, vous voyez, on peut s'enfoncer maximum jusqu'à la poitrine. Parce qu'on a deux grosses poches d'air qui nous permettent de flotter dans l'eau, vous voyez ? On a de l'eau là sous le sable. Ah, oui. Vous pouvez attendre tranquillement en bronzant sous le soleil normand. Ouais. Oh. Oui, voilà, j'ai vu ça. Tranquille. Et la mer finit par remonter. Et ici, vous avez à peu près 2 à 3 mètres d'eau en grande marée à marée haute. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a jamais de tuba assez long pour s'en sortir vivant. Donc c'est quand même un danger mortel. Donc pour ressortir, eh ben, on gigote une jambe, on casse le ciment de sable autour de nous. On a l'impression qu'on a des bottes. Hein. Ah oui, hein. Et ensuite, on se met sur un genou et on refait la même chose avec l'autre. Voilà. Le danger, c'est que des gens, des fois, ils cherchent à tirer. Oui, et quand on tire, ben, on se fait mal et on peut faire mal à la personne qu'on cherche à sauver. Alors que là, vous voyez, on sort tranquillement. Alors que les pèlerins marchent depuis plus d'une demi-heure, à bord de son ULM, Jérôme s'approche de la baie. Alexandre pour Jérôme. Oui, Jérôme, ici Alexandre. Écoute, on est en train d'arriver vers vous. Où est-ce que vous êtes exactement dans la baie ? Alors nous, on est juste un petit peu au sud-est de Tomblaine. On fait un petit arrêt prière et on va pas tarder à repartir vers le Mont-Saint-Michel. Eh ben écoute, on va arriver vers vous vertical là dans quelques secondes. Je commence à vous apercevoir. Tout de suite. Et voilà nos pèlerins qui sont juste face à nous. Et ça fait quand même du monde. Hein. Ça, c'est impressionnant. Ouais, pour moi, c'est super. Là, je vois bien les pèlerins. J'ai l'îlot Tomblaine dans le champ. À un moment, il faudra que tu me dégages l'aile. Voilà, tu te mets bien. Voilà. Voilà, très bien. Parfait. Moi, j'aime bien les lumières changeantes. J'aime bien des lumières assez particulières, assez contrastées. J'aime la couleur. Je suis vraiment un photographe de la couleur. Donc, j'aime quand ça claque. Et ici, la mer a vraiment une couleur vraiment sympa, quoi. Donc, on a cette possibilité pour réaliser des images qui est assez intéressante. Pour les pèlerins, le rocher de Tomblaine est un repère dans la baie. Situé à mi-chemin de la traversée, cet îlot de granit, aujourd'hui inhabité, a longtemps été un objet de convoitise. Il y a plusieurs histoires sur le rocher de Tomblaine. Il y avait un village avant, sur ce rocher. Les Anglais l'ont pris pour attaquer le Mont-Saint-Michel pendant la guerre de 100 ans. Il y a eu un ermite également, fin du 19e, qui a vécu ici, un pêcheur qui vendait le fruit de sa pêche, qui s'était autoproclamé le marquis de Tomblaine. Voilà, et aujourd'hui, c'est une réserve ornithologique. La colonne n'est plus qu'à 3 km du Mont-Saint-Michel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ces pèlerins qui entretiennent cette tradition depuis près de 1300 ans maintenant, qu'on appelait les Miklos, qui venaient de l'Europe entière, traversaient l'Europe au péril parfois de leur vie pour faire preuve de leur foi. C'est un vrai privilège de pouvoir survoler la baie, de pouvoir la photographier, que cette baie est très fréquentée. C'est un peu plus de 3 millions de visiteurs par an
qui viennent des 4 coins de la planète voir cette merveille. Le fleuron du département de la Manche, un ambassadeur évidemment de l'image de toute la région Normandie. Les pèlerins atteignent à présent la partie la plus délicate de la traversée. On voit ces nombreuses rivières de part et d'autre sur lesquelles la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Ce n'est pas une légende. C'est extraordinaire, la magie de ce spectacle. Alexandre, pour Jérôme. Oui, Jérôme, je t'entends. C'était pour savoir à combien de temps vous situez du passage des deux rivières. Alors on n'est plus très loin, on va pas tarder à y aller. Il y a toute l'équipe qui est mobilisée pour bien sécuriser le passage. Je crois que c'est un des passages les plus difficiles et les plus intéressants. Visuellement, ça devrait être très chouette. Voilà. Ici, voilà. Super, moi je photographie sur la droite. Voilà, très bien ça. On est bien placé pour de belles images. Les pèlerins franchissent la Cé, une des 3 rivières qui traversent la baie. Alors, attention, faites attention, marchez bien doucement. Faites attention, ça peut réagir un peu plus loin. On y va doucement, tranquillement. On a une sortie de fleuve assez compliquée, donc on y va. Super. Faites attention, ça peut réagir un peu plus loin. On y va doucement, tranquillement. Il peut y avoir des sables mouvants dans l'eau, dans les fleuves, là où on passe. Et avec un groupe important comme ça peut réagir très vite. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on a mobilisé tout le monde, vraiment pour avoir un maximum de sécurité. C'est très important. Voilà, super. Voilà, bah, moi je vais photographier dans l'axe avec le Mont Saint-Michel derrière. Là-bas. Ouais, passe près de la rivière, voilà. Voilà, ça va être super. Ah, on a une jolie lumière. Ah, et c'est super. C'est la fin de la matinée. Après 3 heures de vol, Jérôme a bouclé son reportage. Sur la face nord du Mont Saint-Michel, il retrouve Alexandre. Hop là. Comment c'est passé? Bah, écoute, super. Et Ouais. vous C'était super. Ah, c'était très sympa. bien. Ça devait être sympa de tout là-haut. Ah, excellent. Avec les 1000 personnes là dans la baie, comme ça faisait un ensemble fantastique. Des matières, des ombres un peu partout. Ah bah super. Super. Tu me belle montreras ça. Je voulais te montrer cette petite chapelle, la chapelle Saint-Aubert. Ok, on y va? On y va. Allez, Allez. bah, je te suis. Alors cette chapelle, c'est la chapelle Saint-Aubert, du nom de l'évêque d'Avranches, qui a eu en songe Saint-Michel, qui lui a demandé de construire un oratoire en son honneur en 708. Je te laisse rentrer. Merci. Ah, super. Avec les 3, on voit. Ouais. Elle est rarement ouverte, on a pas mal de chance. Profiter pour faire une ou deux images. Alexandre emmène Jérôme au pied de l'abbaye pour lui montrer la partie du mont qu'il préfère. Une jolie petite marche de santé, dis-moi. Carrément. Ouais. Tu fais ça souvent? Pas souvent, nous on est plus habitués au plancher des bras. Les 2 hommes arrivent au pied d'un des chefs-d'œuvre les plus remarquables du sanctuaire, ce bâtiment de 40 mètres de haut, qu'on appelle la Merveille. C'est un bâtiment assez impressionnant, tu le vois, avec 3 étages. Au pied, l'aumônerie, là où on accueillait les pèlerins. Juste au-dessus, la salle des hôtes, là où on accueillait les hôtes de marque. Et tout en haut, le réfectoire. Donc on a bien la hiérarchie médiévale qui est respectée entre le bas, le tiers-état, la noblesse juste au-dessus et le clergé. Ce grand bâtiment a été construit en 17 années seulement, au XIIIe siècle.
Architecturalement, c'est une pure merveille. Ouais, c'est merveilleux. Écoute, je vais en faire quelques photos. Vas-y. Il y en a un qui est un petit peu sympa là en plus. C'est à la verticale comme ça. C'est vertigineux. Jérôme quitte le Mont-Saint-Michel. Il retourne à Barfleur, à la pointe nord du Cotentin. C'est ici, dans le village de son enfance, qu'il vit avec sa famille. Ça va être chouette de faire de la voile comme ça va changer de l'optimiste. En route. On y va, mon Philippe. Ce matin, Jérôme embarque avec ses 2 filles pour réaliser un reportage photo à bord d'un vieux gréement. Tu vois la rouge là-bas? Oui. Juste dans l'axe, là-bas, tu vises la rouge et on va bien tout droit. Hein. Philippe, c'est ça? Oui, c'est bon. On est bien. Et regarde-moi les baigneurs, là. Elle est bonne? Ouais, elle doit être fraîche, hein? Vas-y. Wouhou. Allez, Lilou, tire. Allez, attention. Au boulot. C'est parti. Ce voilier est le bateau traditionnel des pêcheurs de Barfleur. Régulièrement, l'association de bénévoles qui restaure et entretient ces bateaux organise ici des régates. Tu sais que ton grand-père, il avait un bateau comme ça à Barfleur? Ah bon? Ouais, Papy Jean, il avait un bateau comme celui-ci et il pêchait. Il partait, il emmenait maman à la mer et des fois il partait, ils se faisaient des journées ensemble. Ils partaient comme ça, une journée, pêcher le maquereau devant Barfleur. 1000 heures de travail ont été nécessaires à Philippe et plusieurs de ses amis pour restaurer ce bateau le jour d'espoir. Oh, c'est un bateau qui n'est pas très grand, mais qui a toujours servi à la pêche à Barfleur. Barfleur, c'était un petit port voué à la pêche côtière. Et on appelle ça des vaclottes, mais le nom le plus commun, ça reste encore canot de Barfleur. Ils ont des formes assez particulières. On a toujours vu ça dans le port de Barfleur et c'est la raison pour laquelle on y est attaché. Et c'est une silhouette qui a été d'ailleurs immortalisée par les peintres, par Signac, Guillemet, par des peintres plus locaux comme Paul Blanc-Villain. Donc un certain nombre de gens d'amoureux de Barfleur ne peuvent pas imaginer que cette silhouette en disparaisse. Ça va les amis? Vivre à Barfleur, en fait, c'est vraiment une chance, c'est un mode de vie un petit peu différent. On vit dans un cadre privilégié et j'ai vraiment envie de transmettre à mes filles la passion, l'amour que les gens ont ici de leur pays, de l'endroit dans lequel ils vivent. Un endroit qui est préservé. Vivre à Barfleur, c'est un petit peu une espèce de liberté. Ici, il y a une insouciance quand même par rapport au reste du monde. Moi, j'aimerais bien que mes enfants se rendent compte qu'on vit dans un endroit exceptionnel et qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, finalement, pour s'émerveiller de tout ce qu'on a autour. En 2011, nous avions rencontré Dominique Boucher, un artisan fromager des Hautes-Pyrénées. Tenez, messieurs, dames, je vais vous faire goûter mon fromage. Tiens, regardez, fromage du terroir et fromage maison, le Napoléon. Il venait de remporter le concours de meilleur ouvrier de France. Ça va et vous? On va goûter le fromage de Pyrénées. Hein. Eh bien, je vais te faire goûter le Napoléon. Je suis né là-dedans, mes parents étaient commerçants sur les marchés. Ma grand-mère était épicière. Et j'ai fait mes premières armes justement dans une épicerie où elle me faisait ranger un peu de force pour me faire travailler. Nous l'avions également suivi à Hong Kong, où il faisait la promotion du terroir pyrénéen. On va faire pipi au beurre. Il faut le battre ici.
Messieurs, dames, bonjour. Je vous écoute. Nous retrouvons Dominique à Bagnères de Luchon le jour du marché. Le fromager a quitté son petit camion ambulant pour un immense stand au centre de la halle. C'est une recette à nous. Attendez, je vais vous le faire goûter. Alors, le beurre, c'est nous qui l'avons fait. Et dessus, on a mis du régalis. Surtout, Dominique s'est lancé dans une nouvelle aventure, fabriquer lui-même ses propres fromages. Avant, j'achetais des fromages, je les faisais vieillir. Après, j'ai pris des fromages et je les faisais affiner. C'est-à-dire que je les prenais blancs et je leur faisais faire une croûte. Et maintenant, je me suis mis à fabriquer. Fabriquer, c'est par exemple, on fabrique ça, une gousse d'ail. Je prends du lait de vache d'un copain, j'en fais du fromage, je mets de l'ail et du poivre. Là, ensuite, on fait un fromage, le tartampion, soit avec du lait de brebis, soit avec du lait de vache. Et puis, depuis 7 ou 8 ans, ce qui a changé, c'est ça. Lui, je l'aime. Lui, je l'aime, c'est mon fils. Lui, je l'aime, c'est mon fils et je peux pas. Enchanté. C'est depuis 7 ou 8 ans, je sais pas comment le. Je pense que tout le monde peut comprendre. Un papa, un fils, et de se dire que ça va. Je m'excuse, ça va continuer, quoi. C'est bon. Ça continuera. Promis. Promis. On vous remercie. Il m'a jamais poussé. Il a toujours voulu que j'aille voir autre chose. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti un petit peu à l'étranger, tout ça. Et mine de rien, on revient aux sources, on revient à ce qu'on aime. Je suis la 3e génération, voire la 4e si on compte mes arrière-grands-parents qui étaient épiciers à l'époque. C'est oui, une histoire de famille. Aujourd'hui, on a des mères, on a des filles dans l'entreprise. J'ai des copains. On est tout un petit peuple à travailler et à être fiers de ce qu'on fait, je crois. Allez. Ça, c'est un vieux brebis de l'été dernier. L'été dernier, les brebis, elles n'étaient pas en bas, elles étaient en haut, en montagne, en estive. Après notre tournage, l'entreprise de Dominique a connu un vif succès. Une 40aine d'emplois ont ainsi été créés. Le lendemain, nous retrouvons Dominique sur la route, dans le département du Gers. Chaque semaine, il fait des kilomètres pour trouver les meilleurs ingrédients nécessaires à la fabrication de ses fromages. Mes clients me disaient toujours, oui, c'est un vendeur. Et je ne sais pas pourquoi, j'en souffre un petit peu. Et donc j'ai eu l'idée de me dire, eh bien tu vas te mettre à fabriquer. Par contre, je me choisis les agriculteurs avec qui je veux travailler. Et on va chez un fournisseur qui est devenu un ami, c'est un tout jeune, qui fait du lait extraordinaire pour la fabrication de mes fromages, de mes yaourts et parfois même de ma crème pour faire du beurre. 1 heure plus tard, Dominique arrive à la ferme de la famille Nedelec, un domaine de 200 hectares, situé au cœur de la Gascogne. Allez, venez. Viens là, viens. Clément a 27 ans. Il a repris l'exploitation laitière il y a 2 ans. Là, je suis en train de changer de parcelle pour la 2e fois de la journée. Les laitières, elles ont, après chaque traite, on leur donne une nouvelle parcelle d'herbe. Et le soir, avant de partir, idem. Comme ça, c'est pour qu'elles mangent le mieux possible et qu'elles aient de l'herbe fraîche tout au long de la journée. Allez, venez. Allez, venez, là, les loustiques, là. Après avoir passé 1 an en Nouvelle-Zélande, Clément a décidé d'installer sur la ferme familiale un troupeau de vaches jersiaises. On les surnomme les vaches à beurre. Un petit peu plus longtemps. Donc c'est une petite vache, donc 1,30 m au garrot à peu près, pour 400 kg. À côté de nos charolaises, elles font plus de 800 kg. On a choisi ces vaches-là parce que donc, elles sont petites, elles n'abîment pas les prairies, elles ont de très bons sabots. Et après, le gros avantage, c'est qu'elles produisent énormément de matière grasse. Et donc on part sur un lait plus riche et qui est a priori
très bon pour la transformation. Lui, il a des vaches herbivores. Et donc, je sais ce que je fais avec. Et quand je pars sur des vaches qui sont peut-être pas faites comme il me faut 10 litres pour faire 1 kilo de fromage. Avec les mangues, 6-7 litres, je fais 1 kilo de fromage. Et elles ont une gueule sympathique. Quand tu les vois comme ça, on dirait qu'elles te parlent. C'est des vaches qui... Mais quand je parle aux clients, eh bien, le fromage, ils ont une image dessus. Bon, allez, Clément. Dominique vient collecter le lait de Clément 2 fois par semaine. Depuis qu'il y a goûté, impossible de s'en passer. C'est super. Quand on regarde le lait de Clément, j'ai un lait qui est couleur ivoire. On a déjà pratiquement la crème. Et quand je vais travailler ce lait, il est tellement riche que je suis obligé d'en sortir un petit peu. Il faut que je fasse 100 km pour trouver un type comme lui. Pour moi, c'est un peu le Zorro de la profession, quoi. Et il te manque la cape, quoi. Oui, voilà. L'atelier de fabrication de Dominique se trouve à Montrégeau, en Haute-Garonne, au pied des Pyrénées. C'est le fief de sa famille. C'est là qu'il a grandi et là qu'il a bâti son entreprise. Ben allez, tu vois Antoine, je vais commencer à le passer à la lyre. Ce qui est important, c'est qu'on ait à peu près tout à la même dimension. Ce matin, en compagnie de son fils, ils mettent au point un nouveau fromage avec le lait de Clément. Je repars sur le côté et je repars. Je suis parti sur une nouvelle recette parce que je veux faire un fromage où on va ressentir cette crème qu'il y a dans ces vaches-là. Il ne faut pas non plus que je fasse du beurre, là, pour le coup. Et il est important, dans le caillage, que je respecte le calibre des grains que l'on va sortir. Je fais en sorte que les grains aient la même dimension. Là, c'est important. Occupe-toi bien de ton côté. Prends sur les bords là en bas. N'hésite pas à faire pisser. Ça, c'est plus qu'un plaisir. C'est retour aux sources. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de le faire tous les matins, mais ça fait toujours du bien de retoucher la matière première. Et ça peut paraître tout bête de faire ça, de faire cailler du lait, mais mine de rien, c'est encore un moment partagé et derrière, ça créera des souvenirs. Et puis plus que des souvenirs, on va avoir du fromage au bout. Presse pas trop, juste couvre. Dans quelques jours, Dominique et son fils présenteront leur nouveau fromage à l'occasion d'un déjeuner exceptionnel dans un lieu prestigieux. En attendant, Dominique se rend chez une bergère fromagère qu'il connaît depuis qu'elle est toute petite. Pour y arriver, il traverse une première vallée, la vallée de Nest. Un chemin que Dominique parcourt depuis l'enfance. C'est la route qu'empruntait mon papa quand j'étais gamin, que j'allais faire le marché avec lui. Il n'aimait pas les grandes routes, il passait toujours par cette petite route. J'ai les souvenirs avec mon père d'une route étroite, quand nous partions avec un camion et que je me disais il ne faut pas croiser un tracteur, parce que c'est souvent le cas ici. Ce que j'ai vis-à-vis de cette route, c'est surtout, quand je travaille à l'étranger, souvent je pense à chez moi en me disant chez moi on est bien, quoi. Sur la route, Dominique longe le petit village de Lortette, bâti au bord de la Nest. Nous sommes à la période où la Nest elle est en crue. C'est la période de l'année où, à l'époque des Romains déjà, quand l'on descendait les gros blocs de marbre, on pouvait les mettre sur les radeaux et les transporter jusqu'à Toulouse. C'est ces blocs de marbre qui ont servi à faire Versailles.
Donc on imagine bien tous ces radeaux descendre jusqu'à Morégeau. Morégeau monter sur la Garonne qui portait ses blocs à Toulouse, Bordeaux, prendre l'océan et reprendre la Seine pour arriver à Versailles. Dominique débouche ensuite dans la Vallée d'Or, labellisée Pays d'art et d'histoire. Cet ancien axe commercial fut longtemps prospère. En témoigne sa capitale historique, Arreau. La petite ville s'est développée à partir du XVIe siècle grâce à ses foires et à ses marchés. Arreau, c'est pour moi certainement un des plus beaux villages de la Vallée d'Or. On sent bien qu'il y a 1000 ans d'histoire au niveau de Arreau. Témoignage de cette période faste, voici la Maison des Lys. Une magnifique bâtisse gothique construite par un riche négociant à la fin du XVIe siècle. À quelques kilomètres d'Arreau, Dominique arrive au petit village de Gouault, à 1000 mètres d'altitude. Il retrouve Mathilde Touchard, une jeune fromagère qui élève un troupeau de 80 chèvres. Allez les filles! Elles commencent à ouvrir le bec, elles sont comme des pigeons. Hein. Ouais. Elles ont chaud, ouais. Et au niveau de l'eau, elles peuvent prendre la quantité d'eau qu'elles veulent par jour? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'est primordial. Tu sais, il y a des gens, quand ils tarissent les chèvres, ils leur coupent l'eau. Allez, petite. Cet élevage a été initié par les parents de Mathilde dans les années 70. Il y a 5 ans, ils décident de vendre la ferme. Mathilde a alors un déclic. Moi, j'ai grandi sur cette ferme, j'ai toujours connu cette ferme. Et je me suis dit, mais non, mais c'est chez moi. Mais c'est ma maison, j'ai pas envie de vendre. Et du coup, j'ai dû discuter avec mes parents. Mon père m'a dit, non, j'ai fait ce boulot toute ma vie, toi, il faut que tu fasses autre chose, tu as fait des études, vas-y ma fille. Et ma mère a dit, quoi, tu veux reprendre? Wouhou. Donc finalement, mon père était ravi. On a pu monter un projet d'agrandissement et puis je suis venue là et ils m'ont gentiment passé le flambeau. Si tu arrives des fois de ne pas les sortir, ouais. Tu y trouves une différence dans la qualité de lait? Aucune. C'est beau, hein, quand même. Oui, franchement, oui. Quand on a goûté à Gouault, c'est vrai que c'est difficile de vouloir aller habiter ailleurs. C'est quand même le plus grand luxe, c'est ça. On ne peut pas chercher autre chose. C'est génial. Il y a 1000 ans, il y en a d'autres qui étaient à notre place et qui faisaient la même chose. Et je trouve ça extraordinaire. Mathilde et sa maman, Dominique, ont remis des chèvres dans les Pyrénées. Il y avait beaucoup plus de chèvres au départ. Sont arrivés bien après les brebis et les vaches en suivant. Et je trouve qu'il faut surtout qu'elles continuent. Mathilde doit rentrer les chèvres pour la traite du soir. Le lait est tiré 2 fois par jour, 300 jours par an. On a choisi une traite par l'avant pour pouvoir avoir les têtes en face de nous. C'est plus facile, je trouve, pour avoir le contact avec les chèvres. On voit immédiatement qui va pas. Et ce que j'aime, c'est être au contact. On a vraiment un échange de regards. C'est des moments qui sont doux. Elles viennent faire des bisous, elles viennent se coller. Moi, je trouve ça sympa. Allez, Newpet. Hop. Allez, choup, choup. Allez, les filles. Hop, 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 hop. En fait, elles n'ont pas peur quand même. Hein. Ah, elles sont curieuses. Allez. Ah, j'adore cet animal. Je suis un fromager qui aimerait devenir producteur. J'adore l'élevage. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. Mes parents avaient décidé d'être fromagers ambulants. Et j'aurais tellement aimé que nous ayons des chèvres et pas forcément d'aller au marché. Tiens, Dominique, tu peux prendre le biberon, s'il te plaît? Oui. Hop.
Ça, c'est Marlon Brando. C'est mon petit book. Tous les books ici ont des noms d'acteurs. Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Marcello Mastroianni. Et du coup, on a Marlon Brando. Et je vais faire téter un acteur du cinéma. Voilà. Ça, c'est la première fois, par contre. Vas-y, assieds-toi. Il va falloir que tu le prennes entre tes genoux. Hop, comme ça. Là. Voilà. Tu peux lui mettre les pattes par terre. Il est mignon. Hop, il faut que tu viennes lui ouvrir la bouche tout doucement. On va lui glisser la tétine. Ça n'a pas l'air compliqué, hein, de remplacer une maman. Voilà. Tu lui donnes tous les jours? Ouais, 2 fois par jour. 2 fois par jour. C'est vrai que dans la vie, je fais beaucoup de choses. Et là, de partager ce moment-là, c'est... Je crois que ça me marque plus que même de certaines grandes rencontres que de me dire, tiens, ça, je l'ai fait. Il est mignon avec ses pattes blanches, j'adore. C'est pas souvent que je pose avec Marlon Brando. Non. Dominique profite de sa visite pour découvrir les dernières productions de Mathilde Voilà. et partager avec elle son savoir-faire. Ça se voit que c'est artisanal. Oui. Il n'y en a pas 2 pareils. Si j'étais à ta place, je crois que j'essaierais plus dans ce format-là, qui correspond à ce que je vois le plus dans les Pyrénées. Quand c'est fabriqué à la ferme, c'est un format qui fait à peu près 2 kilos. C'est un format où déjà tu commences à avoir la crème. Pas trop petit, j'ai peur que ça sèche trop vite. Pas trop gros, il peut se passer plein de choses dedans. Même si après, plus tard, on aura le meilleur goût. Je pense que le meilleur compromis pour moi, c'est celui-ci. Et puis même pour un fromager, tu peux faire un joli étal avec des tomes de 2 kilos. J'affectionne ce format-là. Chez Mathilde, ce que j'aime, c'est que quand on rentre dans une cave comme ça, pour un professionnel, au niveau des yeux, c'est de se dire, elle a travaillé à l'humeur. Ça change complètement de ce qu'on peut voir dans des grosses laiteries où tout est standardisé. Là, ça respire le fermier et l'artisanat. Tu vois, là où je travaille, sur le béarn, je fais comme ça. Ouais. Je caresse. Je vais passer mon côté. J'essaie d'en sortir, mais vraiment grossièrement, j'en sors pas beaucoup. Alors Dominique, il m'apporte des très bons conseils. Il m'a donné des opportunités de dingue auxquelles j'aurais même pas pu rêver. Et je pense au Salon de Paris, notamment, où j'ai été invitée là-bas. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens géniaux. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Parce que quand on reste trop centré sur soi-même, quand on sort pas de son milieu immédiat, on grandit pas, on découvre pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à confronter, je dirais pas 2 mondes, mais 2 entités qui font que, eh ben, il sort plein de choses, des idées, plein de belles choses. Le lendemain, nous retrouvons Dominique à Saint-Bertrand-de-Comminges, à quelques kilomètres de chez lui. Allez-y, les filles. Tu le mets là, s'il te plaît. Toi, tu le mets là. J'en suis ici, je crois qu'il allait là-bas. Pour fêter les 30 ans de son entreprise, le fromager a convié 200 amis et clients à un grand buffet d'anniversaire. Quand on n'avait pas trop de temps avec mes parents, eh bien, pour prendre 1 heure ou 2 de vacances, eh bien, on montait à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et je suis venu ici pendant des années. C'est proche de la maison. Et puis, c'est en haut. C'est en haut. Je crois que naturellement, j'ai envie toujours de monter. Je ne sais pas l'expliquer. Et c'est comme ça. Une heure plus tard, les invités sont enfin là. Nous avons préparé un repas au fromage. Et on me parle souvent plus de mes employés que de mes fromages. J'espère qu'aujourd'hui, vous me parlerez des fromages un petit peu. Vraiment, merci à tout le monde. Et bien, que la fête commence. Et en fait, je vous aime tous. Et je vous dis merci. Merci. Parmi les convives ont été invités Mathilde, la chevrière, et Clément, l'éleveur de Jersiaises. Je vais vous faire goûter ce que je fais en ce moment, mais avec ça.
Pour Dominique, le regard de ses amis, meilleurs ouvriers de France, compte plus que tout. Celui-là, il a à peu près 2 mois. Celui-là, il est fait avec du lait de Jersiaise. Celui-là, c'est du vache. Je voulais faire un fromage qui soit accessible, mais que c'est du goût. Tu sais, que les gens se disent, avec ça, un verre de vin, je suis tranquille. C'est exceptionnel, un goût de nature. On ressent l'air des sous-bois, des prés et des prairies. Ça me rappelle dans les vallées pyrénéennes, une odeur qui passe comme ça. Bravo. Il met à l'honneur la région quand même. Pour nous, c'est important. Quelqu'un qui représente le meilleur ouvrier de France, un parcours atypique. Un MOF qui fait les marchés, ça n'existe pas beaucoup. Les MOF, ça a toujours des boutiques, ça a des belles enseignes, ça a des beaux magasins. Mais Dominique, c'est des camions. Donc ça aussi, c'est assez atypique. Et puis voilà, puis c'est quelqu'un, voilà, quoi, il a le cœur comme ça, et c'est énorme. Eux, ils savent ce que c'est que le travail. Ce qui m'importe vis-à-vis d'eux, c'est de savoir s'ils vont aimer. S'ils vont aimer, s'ils vont savoir en parler, parce que ce sont des copains, ils sont du pays, et que quand ils vont voir d'autres copains un peu plus loin, de dire « chez nous, il y a un gars qui fait ça ». À la vôtre. Allez, ça me fait pas, hein. Et merci. Merci. Cette belle journée. Merci à tous les trois d'être venus. Ici, je suis plus chef. Je suis Domi qui a invité les gens, et on est en famille. Et je peux qu'être content, c'est réussi. Le fromage a plu, ça c'est l'essentiel. Je suis heureux, je suis heureux. Consécration suprême, Dominique est invité à Paris, dans les salons de l'Élysée, pour représenter sa région, l'Occitanie. Tu es arrivé ? Sous l'impulsion de quelques chefs de nos plus hautes institutions, nous avons créé cette association. Il a été invité par Guillaume Gomez, le chef des cuisines de la présidence. Française, de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir. Les discours sont terminés, la dégustation peut commencer. Je me présente, je m'appelle Dominique. Bonjour Dominique. Célibataire, 300 brebis. Ah, célibataire, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis avant les 300 brebis. Le beurre, c'est du vrai beurre des Pyrénées. Et je vous y mets dessus un petit peu de César Régalis. C'est un bleu que j'affine dans de la paraffine. Vous voulez goûter, hein? J'ai vu que vous me regardiez de loin. Tiens, regardez. Une fois que je suis lancé au bout de 5 minutes, c'est comme sur le marché. Et donc, je me laisse aller. Et puis là, il n'y a pas l'argent. Il y a juste le fait de faire déguster. Et surtout, quand on voit les gens revenir 2 ou 3 fois, c'est qu'on se dit, c'est bon, je suis dans le bon... J'ai le bon fromage qu'il faut là pour aujourd'hui. Du bleu de brebis avec un beurre de vache. Il est excellent, j'adore. Le parmesan, c'est tellement fondant. Guillaume Gomez et Dominique se sont rencontrés dans les Pyrénées. Merci d'être là. Depuis, séduit par son talent, le chef des cuisines de l'Élysée lui commande régulièrement des fromages. Ça, c'est vraiment très bon. Ça te plaît, ça? Et je vais le faire vieillir encore. Ouais. Mais je veux rien Parce que rajouter. ça peut se prononcer un peu plus en Oui, haut. oui. Ce qu'on aime avec Dominique, c'est qu'il nous étonne à chaque fois. Ce serait assez facile au niveau où il est d'excellence en tant que meilleur ouvrier de France de se dire il existe déjà plein de choses. Je fais mon métier de fromager, j'affine. Mais non, lui, il est encore derrière en train d'en inventer, monsieur en train d'en créer. Samber, vous l'avez. Et grâce à lui, on arrive à déguster des très bons fromages. C'est bien qu'il soit là, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour le concours, c'est bien pour une maison comme l'Élysée. On aime mettre les artisans en avant, on aime mettre tous ces produits du terroir de toutes les régions. Et il représente très très bien sa belle région d'Occitanie. Du vrai beurre avec du bon bleu. Je crois que le fait d'être là, c'est pas une conclusion, c'est un passage, parce que je voudrais pas que ça s'arrête là. Ce que je veux, c'est continuer. C'est tout ce qu'on fait à la maison, et que toutes les filles qui me voient travailler à la maison, mon fils et tout ça, se disent waouh. Et il faut continuer, on est sur la bonne voie. Sur les rives de la Saône, à 50 km de Lyon, le château de Fléchères s'élève en bordure de la rivière. Longtemps menacé par la ruine, ce monument du XVIIe siècle connaît depuis 20 ans une véritable renaissance. Lors de notre premier tournage en 2015, l'immense chantier de la restauration du toit restait à accomplir. Aujourd'hui, la couverture des 2 ailes se termine.
Une grue est en pleine manœuvre, sous le regard inquiet de Pierre Almendros, le propriétaire. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est toujours inquiétant avec ces matériaux qui n'ont pas bougé depuis le 17e. Hein. On est dans un lieu historique qui est quand même fragile, et notamment cette terrasse, je craignais un petit peu pour les dalles de pierre, quoi, pas abîmer en mettant ça en place, quoi. Voilà. Bon, bah là, je pense qu'on est pas mal. C'est la finalisation en fait des travaux sur les toitures du château, sur les ailes. Ces travaux qui ont consisté à refaire et à remettre la tuile vernissée. Et on pose les épis de fêtage, c'est-à-dire la décoration qui se trouve sur le toit. Et une décoration qui est en bois sculpté et qui correspond, en fait, c'est assez lourd quand même, au propriétaire qui a construit le château, qui était le prévôt de Lyon, le maire de Lyon. Donc c'est des épis en rapport avec l'histoire du château. Ça se veut pas réaliste, c'est en fait un lion fantasmé. On ne connaissait pas ces animaux à cette époque-là. Ça a un côté presque héraldique aussi. Ouais, je vous confie la bête. Merci. Allez. Ah, ça pèse hein, quand même. Un petit peu. Ça fait son petit poids. Allez. Eh ben, on est parti. Dans la nacelle, Patrick Benoît. Il est couvreur depuis 30 ans. Il a travaillé sur tous les toits des plus beaux châteaux de la région. Descends à poil, s'il te plaît. Nous avons fait ces 2 ailes du château, voilà, avec les tuiles de Bourgogne. On en a posé 28 000 sur chaque aile. Ça nous a pris 4 mois de boulot. C'est le summum. Il y en a beaucoup qui seraient heureux de pouvoir travailler sur ce genre de bâtiment. J'ai connu quand la cour centrale du château, c'était plein d'herbe, plein de buissons, c'était abandonné. Voilà. Ça fait plaisir qu'ils aient repris ce château pour le remettre dans son état d'origine. Pierre veut être aux premières loges pour la pose finale de l'épi de fêtage. Il monte dans le grenier du château pour avoir une vue directe sur le toit. Alors ça y est, c'est prêt à être posé, là. Allez, monte un peu plus haut. Voilà. Je trouve qu'un épi de fêtage sur un toit, ça donne de l'élévation. C'est un ornement absolument capital, quoi. Il n'y a plus qu'à avoir du vent maintenant. Ça n'en manquera pas, je pense. Oui. Voilà. On est sous la charpente du corps de logis central de Fléchère. Et c'est d'ailleurs là où se passe la première scène du film de Philippe de Broca, Le diable par la queue. On voit Jean Rochefort dans le grenier donnant des ordres à un vieux domestique pour qu'il déplace des pots de chambre qui doivent recueillir l'eau du toit. Et il a une phrase qui est merveilleuse qui dit « ça pisse de partout ». Voilà, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a connu quand même, mais c'était un peu ça au départ, le château. C'est le propre de la vue de château de ne pas être facile. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Sinon, on ne serait pas là. On serait dans une petite maison à la campagne. Là, non, là, on essaie de sauver un morceau du patrimoine. Donc, c'est normal que ça ne soit pas facile, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Avant l'arrivée de Pierre Almendros, le château était à l'abandon, régulièrement vandalisé et sous la menace d'un promoteur qui voulait le raser pour construire un lotissement dans le parc. On va aller voir cette salle des chasses. En 2015, nous avions fait la connaissance de Pierre. Il nous avait raconté comment, lors des premiers travaux de restauration, il avait fait une fantastique découverte sous les boiseries. On ne voyait en fait de cette fresque que la tête du cheval quand on est arrivé. Il y avait un panneau qui avait été arraché. Et alors quand on a enlevé la boiserie, ça a été la surprise de découvrir cette scène. Donc c'était comme un décor qui revenait 400 ans après, quoi. Il avait découvert un véritable trésor. 10 pièces du château ont été décorées au XVIIe siècle par un peintre italien, Pietro Ricci.
C'est l'un des plus beaux décors de fresques de cette époque en France. Aujourd'hui, la chasse au trésor continue. Dans une autre pièce, une restauratrice met au jour une nouvelle fresque. Alors Florence, ces sondages, où en êtes-vous? Moi, ça se passe bien, le décor est complet. On a la structure. Pour un nettoyage, ça demande beaucoup d'attention. On est voilà, obligé de scruter les réactions de la matière, parce que ça peut être imprévisible. Ouais, c'est toujours une grande émotion, je trouve, de voir réapparaître un décor après 4 siècles, comme ça, qui avait totalement disparu, qu'on connaissait en fait par un texte ancien, qui nous disait que Pietro Ricci était en 1632 dans un castello Flecceria, mais on pensait que tout ça avait disparu. Et donc, on s'aperçoit que petit à petit, on retrouve 10 pièces peintes, tout un décor, 1632, avec des parties remarquablement conservées. Donc, ça donne beaucoup d'émotions. Sur 10 pièces peintes au total dans le château, il y en a 7 complètes déjà dégagées et terminées. En 2-3 ans, si on trouve les budgets, tout le décor de Pietro Ricci sera visible et restauré. Pierre quitte Fléchère et prend la route. Il part en Bourgogne, à Cormatin, dans le premier château qu'il a acheté il y a 30 ans avec son compagnon. Oui, on a 2 châteaux. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, Cormatin nous aide à restaurer Fléchère. Comme Cormatin reçoit beaucoup de visiteurs, 60 000 visiteurs, ça permet de sauver un 2e bâtiment, un 2e château. Le passage dans des racines et des ailes a donné à Fléchère une visibilité, et donc par cette visibilité, une augmentation du nombre de visiteurs, évidemment. Mais en plus de ça, une visibilité sur un public aussi bien régional qu'un public français qui s'arrête en disant c'est formidable parce que ça nous a permis de découvrir un lieu qui sinon est un peu en dehors des circuits touristiques. Voilà. En remontant vers le nord, Pierre traverse les paysages vallonnés du Beaujolais. Sa route le mène à travers les vignobles et le fait passer au pied du mont Brouilly. J'adore passer d'abord du Beaujolais avec les monts, le pays de vigne, et puis arriver vers Cluny et le Mâconnais avec une nature très préservée, douce, avec une très belle architecture rurale. On se croirait presque en Toscane. Pour moi, c'est la Toscane française, en fait. Pierre atteint un village qui a été la plus importante place forte de la région au Moyen-Âge. Donc là, on va arriver au village de Brancion, donc, qui est sur une butte qui domine toute la vallée. Il y a un château fort qui marque un peu le village. Pas de voiture dans le village, des rues piétonnes. Et surtout en allant jusqu'à l'église romane, qui est également très belle, avec une des plus belles vues de la vallée. C'est une image emblématique de la Bourgogne du Sud, Brancion. On va traverser le tout petit village de Chapèze, avec une des plus belles églises romanes de la région. C'est son clocher de 35 mètres de haut qui fait la réputation de Chapèze. D'inspiration italienne, cette église est l'une des plus anciennes du sud de la Bourgogne. Il y a un village complètement préservé avec
tout autour une nature de forêt, de prés, de bois. C'est un petit village où les touristes apprécient beaucoup. Donc il y a des cafés, une ambiance. À quelques kilomètres de là, Pierre arrive au château qui a changé sa vie. Cormatin. Quand Pierre et Marc l'achètent en 1980, ce bâtiment du XVIIe siècle est lui aussi à l'abandon. Et le chantier de rénovation s'annonce énorme. Et vous avez quel âge, Pierre, quand vous arrivez ici? 23 ans, et je venais de terminer mes études d'histoire à Paris, à la Sorbonne. Et donc, c'est un peu inconscient, c'est sûr. Mais il faut, je pense, un peu d'inconscience pour agir, sinon on est bloqué. Donc il a fallu commencer à se retrousser les manches et à entamer des travaux, de nettoyage, désherbage, débroussaillage, voilà. Au premier étage du château, Pierre et Marc ont fait des découvertes stupéfiantes dans les anciens appartements. Alors quand on est arrivé ici, il y avait ces boiseries, mais le décor n'était pas visible, car le vernis qui protège la peinture avait moisi, était devenu complètement blanc, et on ne voyait absolument pas la peinture. Ça correspond à l'appartement de la marquise du Sel, qui date de 1628, et qui est un rare exemple de l'art décoratif du tout début XVIIe, avant Versailles. Ce sont des décors qui ont disparu à Paris, la mode, la Révolution, alors qu'ici on a un décor complet d'un appartement, avec ce décor qui va du sol au plafond, ces plafonds peints. Alors c'est maintenant une des pièces les plus secrètes du château, puisqu'elle se trouve complètement derrière l'escalier, et qui en même temps est une des pièces les plus luxueuses du château. Le cabinet de travail du marquis et qui a conservé dans un état remarquable toutes les feuilles d'or d'époque XVIIe, c'est-à-dire ces dorures brillantes, mates, salies, et qui donnent à cette pièce tout son relief. Et la dorure est tellement extraordinaire que même des conservateurs de Versailles sont venus pour voir cette dorure XVIIe. Après 30 années de travail, le château et les jardins de Cormatin ont retrouvé leur splendeur. La pièce maîtresse, c'est ce labyrinthe entouré d'eau. Mais aujourd'hui, il est en danger. Tenez, regardez, j'ai trouvé 2-3 chenilles dans les buis. Marc Simonel-Anglard et le jardinier traquent un ennemi redoutable. Ah ben voilà, ils sont repartis à nouveau. Donc comme ça, il y en a partout, faut traiter. La pyrale, cette chenille venue de Chine, dévore les feuilles des buis. Regardez, hop. Il y en a encore là? Encore une ici. Il y en a vraiment de partout. Oui, il peut y en avoir jusqu'à 1000 par mètre carré. Alors, vous voyez, on a de la chance, c'est pas encore tout à fait ça. Toutes les collines du Mâconnais qui étaient somptueuses sont détruites. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne sait pas si, lorsqu'il n'y aura plus de buis à manger, la pyrale ne va pas s'attaquer aux figuiers, aux houx ou à d'autres végétaux, comme elle le fait en Chine. Pour sauver son labyrinthe, Marc traite les buis avec un produit bio. Là, on voit très bien le désastre. Donc, toutes les feuilles ont été mangées. Mais par chance, les branches sont vertes. Donc, c'est-à-dire que le buis, lui, n'est pas mort. On va le traiter, on va le retailler. Et on a bon espoir qu'il reparte quand même dans l'année.
Dans ces allées, à la fin des années 80, François Mitterrand aimait emmener ses invités de marque. On a même un homme célèbre qui s'est perdu ici dans ce labyrinthe de Cormatin. C'est Gorbatchev, qui, invité par François Mitterrand, s'était perdu dans le labyrinthe et nous avait crié « C'est terrible, je ne sais plus où j'en suis, j'ai l'impression d'être au milieu du Soviet suprême ». Et je peux vous dire que François Mitterrand a été très étonné de voir cet homme se moquer de lui-même et avoir assez d'humour sur sa carrière. Pour recréer ces jardins, qui sont aujourd'hui parmi les plus beaux de Bourgogne, Pierre et Marc se sont inspirés des dessins de Claude Mollet, le jardinier de Louis XIII, mais en leur donnant une touche plus contemporaine. On a voulu surtout privilégier le promeneur d'aujourd'hui, qui cherche un contact avec la nature, qui veut des formes assez souples, assez naturelles. Ainsi, par exemple, on n'a pas refait d'allées sablées, mais on a refait des allées en gazon, qui sont évidemment beaucoup plus confortables et on peut se rouler dans l'herbe au milieu d'un jardin classique. Je crois que la grande chance, c'est qu'on n'est pas, en fait, hérité du lieu. On a choisi le bâtiment et donc c'est la passion de faire revivre un bâtiment et le goût de l'histoire. Et ce goût-là, on essaie de le faire partager également aux nombreux visiteurs quand ils visitent le château. C'est là, au cœur du parc des Grands Causses, que nous attend une autre figure marquante de l'émission. Son histoire est intimement liée à l'une des batailles politiques les plus emblématiques des années 70. La lutte contre l'extension du camp du Larzac. Pendant 10 ans, le plateau a vécu au rythme des manifestations en faveur des paysans menacés d'expropriation par les militaires. Lorsque le projet est abandonné, en 1981, l'État se retrouve avec plus de 6000 hectares de terre à gérer. Une aubaine pour les militants qui veulent s'établir sur le plateau, comme Chantal Alvernias, que nous avons filmé il y a 6 ans. Allez, 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 va chercher. Allez, 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 vous profitez. Chantal est arrivée dans le Larzac dans les années 80. L'éleveuse s'est installée dans une de ses fermes, gérée collectivement par les paysans eux-mêmes. Les terres que vous voyez, en gros, tout ce que vous voyez d'ici était inclus dans le projet d'extension du camp militaire du Larzac dans les années 70. Les paysans ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas de racheter ce patrimoine foncier. Ça nous intéresse par contre de le gérer, et de le gérer collectivement, c'est-à-dire ensemble. Allez, allez, allez! 6 ans plus tard, c'est le petit matin à Saint-Martin du Larzac. Nous retrouvons Chantal, qui s'occupe toujours de son troupeau de brebis. Je rentre mes agnelles à l'ombre pour la journée. Elles ont passé la nuit dehors à manger et je les rentre. Et on ressortira ce soir. Voilà, c'est dans la boîte. Allez, ma petite. Chantal n'a pas quitté sa belle jasse, cette longue bergerie typique du Larzac, avec sa voûte en forme d'arc brisé. Celle-ci date du XVIe siècle. C'est l'une des rares encore intactes sur le plateau. La bergerie est toujours vivante, ça c'est sûr, puisque là elle est presque pleine. Parce qu'il y a les 120 agnelles, elles occupent déjà bien l'espace.
Après, il y a les messieurs là-bas, il y a 15 béliers. Donc la bergerie est encore très utilisée. Doudou. Pourquoi t'as pas d'étiquette, Doudou? Aujourd'hui, Chantal commence à préparer sa retraite, comme beaucoup de militants historiques. Dans quelques années, elle devra quitter cet endroit et laisser la place à des jeunes qui, à leur tour, loueront la bergerie. Le dernier jour où je serai ici, j'aurai du chagrin, c'est évident. Je ne veux pas vous dire le contraire, hein, c'est évident. Mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est intégré. Et ben, je l'intègre tous les jours maintenant. Donc, voilà, j'espère que celui qui viendra ici l'aimera autant que j'ai aimé. Et c'est le prix à payer pour que ça vive, voilà. Et je préfère dire à cette ferme, après moi, on dira « Ah, il y avait Chantal, et puis maintenant, il y a un tel », et ça continue d'être une ferme, voilà. Ce sera ma plus grande satisfaction. Ça vivra. À l'époque de notre premier tournage, la traite se déroulait dans cette toute petite pièce, attenante à la jasse. Le lait était vendu pour la fabrication du célèbre Roquefort. Aujourd'hui, le troupeau est devenu trop imposant. Il a fallu construire une deuxième bergerie à quelques kilomètres. 2 fois par jour, Chantal s'y rend à vélo, avec Thomas, son compagnon. Le nouveau bâtiment a été construit chez son fils, sur le site des Baumes. L'endroit abrite un haut lieu du patrimoine d'Écosse. Un ancien abri construit dans la roche au XVIe siècle. Comme la jasse de Chantal, c'est un trésor épargné de justesse grâce à la lutte menée par les paysans du Larzac. Avancez devant là-bas. Allez, on avance un peu. Maintenant, vous êtes dans l'autre bergerie. Vous avez sauté un siècle. Plusieurs, même plus qu'un, parce que là-haut, c'est quoi, 16e. Là, c'est 21e. Chantal a maintenant 300 brebis à traire. Et avec ce nouveau système, son travail est bien plus facile. Le système est conçu pour être rapide. Ça s'appelle sortie rapide. C'est mécanique, c'est très simple, mais c'est très efficace. Enfin, nous, on aime bien, donc... Il y a des gens qui disent le Larzac, il vous prend, en fait. Et après, on ne peut plus s'en passer. C'est vrai que moi, quand je pars d'ici quelques jours, j'ai du mal à m'en passer parce qu'il est toujours dans ma tête et après, il me manque. Souvent, quand je suis ailleurs, j'étouffe. Il me faut la place, l'espace et tout ça. Et donc, c'est un des traits du Larzac. C'est qu'il met la main sur les gens et après, les gens ne peuvent pas le quitter. Lorsque nous avions rencontré Chantal il y a 6 ans, son fils Romain venait tout juste de reprendre la ferme des Baumes. Il avait alors 21 ans. Il faudrait que je change la prise. Il faudrait que je vois avec Benoît si je peux pas récupérer une prise. Moi, je suis tombé dedans étant petit, donc c'est sûr que ça me paraissait naturel de rester là, puis je me vois pas ailleurs pour aller où. Non, enfin, c'est vrai que après, c'est l'amour du pays. Hein. C'est l'amour du pays. Il est rude, mais hein. Moi, je me vois pas ailleurs. Et je me vois pas faire un autre métier non plus. Après 30 ans, on a quand même réussi ça. C'est globalement, on est toujours là. Et nos enfants restent, ou d'autres arrivent. Et c'est pas un pays qui est abandonné. Aujourd'hui, Romain a 27 ans. Il y a quelqu'un qui prend les cartes et qui te les donne? Il a rencontré Elodie, avec qui il a eu une petite fille, Isia, 3 ans.
Ça me fait plaisir de la voir grandir là où j'ai grandi et un peu dans les mêmes conditions dans lesquelles j'ai grandi, à savoir à l'extérieur, à la campagne, au rythme des saisons, etc. Oui, moi je suis content et je suis fier de ça, ouais. Associé à sa mère, Romain s'occupe de cultiver les terres de la ferme. En ce moment, c'est la période des foins. Il ne quitte pas son tracteur. C'est un peu toute ma vie, le tracteur. J'aime bien être au grand air, travailler mes champs. Et là, les foins, c'est la meilleure période de l'année. Les odeurs, les couleurs, c'est très agréable. Et le cadre est plutôt sympathique. Mon bureau est plutôt sympa. Pour cultiver ces terres, propriété de l'État, Romain et Chantal versent chaque mois un modeste loyer à la Société civile des terres du Larzac. Un système qui facilite l'installation de jeunes agriculteurs comme Romain. L'avantage premier, c'est de ne pas avoir à acheter le foncier. Et ça, c'est un avantage de taille. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai des collègues qui sont installés sur d'autres exploitations en privé. Et donc là, c'est de suite des centaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire que tu démarres d'entrée ton activité avec de lourds emprunts qui grèvent. Et du coup, il faut les rembourser, quoi. Alors que là, moi, j'ai eu un accès au foncier beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd. Ce qui m'a permis d'investir sur mon outil de travail. Donc du coup, j'ai pu construire une bergerie, une salle de traite un peu au top, quoi. Et du coup, d'être moins stressé par le fait de rembourser des sommes colossales pour financer un outil de travail. Sur le plateau, une nouvelle génération est en train de prendre la relève. Ce matin, Chantal va rendre visite à l'un de ces jeunes couples, installés récemment. L'éleveuse fait partie de ceux qui sélectionnent les nouveaux arrivants au sein de la Société civile des terres du Larzac. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir beaucoup de changements sur les fermes de la société civile. Et il va y avoir pas mal d'appels à candidature. Pour l'instant, on a des candidats. Et il faut trier les projets, que le projet soit bien en adéquation avec la structure, que le projet soit solide techniquement, financièrement. Enfin bon, on fait de notre mieux, quoi, pour trouver les bons candidats qui s'adaptent aux structures. C'est particulier ici, c'est qu'en somme, on choisit nos voisins. On choisit le visage de l'agriculture qu'on veut donner à l'endroit. L'un des derniers appels à candidature s'est déroulé à la ferme des Homes, située en bordure du Causse. Cet ancien hameau, abandonné dans les années 50, était occupé par un couple de militants depuis la lutte contre l'extension du camp militaire. Ils y ont élevé des chèvres, puis lancé la culture de plantes aromatiques. À leur retraite, en 2016, ils ont transmis la ferme à Romain et Marion. Bon, c'est bientôt la fin des roses. Justement, j'étais en train de me dire, il y a quand même encore des tout petits boutons là, sur ceux-là. Là. Ce matin, ils s'occupent de la cueillette des roses. C'est marrant, bien que ce soit hyper sec, il y avait quand même un peu de rosée tout à l'heure. Enfin, il y en a qui étaient un peu humides. Ces roses, c'est de la Rosa gallica. C'est la rose des parfumeurs de Grasse. Et donc, c'est une rose très rustique qui se plaît plutôt bien là, sur les terres du Larzac. Et voilà, pas de souci avec le sol assez pauvre et le climat un peu rude du Larzac. Avant de s'installer ici, Marion et Romain étaient ingénieurs agronomes. Ils ont quitté Narbonne et leur métier pour réaliser leurs rêves.
Même si nos boulots nous plaisaient, il nous manquait quelque chose. On en avait marre de passer nos semaines dans un bureau et d'avoir juste le week-end pour faire quelque chose de nos mains et faire quelque chose qui nous plaise vraiment. Donc on s'est mis à chercher une ferme un peu plus tôt que prévu finalement. On était plutôt dans des boulots de service qui sont très intéressants. On apprend beaucoup de choses, mais ça manque de sens, de matière. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis satisfait de produire quelque chose, d'avoir au bout du compte de ton travail, de voir qu'il y a un produit qui sort et qu'il y a des gens qui sont satisfaits de pouvoir consommer ce produit-là. C'est chouette, c'est un gros changement de vie, mais on ne le regrette pas. Quand on compare avec notre vie d'avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rien au monde, on reviendra en arrière, quoi. Une fois récoltées, les plantes sont transformées sur place. Le produit phare de la maison, c'est le pastis des Homs, dont la recette a été inventée par les précédents locataires. Le couple en vend 6000 bouteilles par an. La particularité de ce pastis, c'est le mélange de plantes aromatiques qui vient s'ajouter à l'anis et à la réglisse. Donc on rajoute des plantes de chez nous, du thym, du genièvre. Il y a une quinzaine de plantes au total. Et ce mélange de plantes vient vraiment adoucir, tempérer l'anis et la réglisse et faire quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fin que ce qu'on a l'habitude de boire habituellement. On a refait là la boutique. En fin de journée, Chantal arrive à la ferme des Homs. Elle s'ouvre en fait. Ah oui, c'est l'intérieur. comme ça là. Ouais. Donc on a mis un été là, mais on sait pas trop ce qu'il faut y faire. Marion profite de sa présence pour lui faire goûter leurs nouveaux produits. Je veux pas boire tout ça. Hein. Là, on a le vinaigre au thym, estragon. Là, en macération, on a sauge, romarin, origan. Ça, je sais pas si tu les connais, les larzamiques. C'est des sirops de vinaigre. Et tu t'en sers comment? Comme du balsamique. Sur des salades, sur des viandes, sur des desserts, dans des boissons. Allez. Alors, le sureau. Ah oui, sureau. Ça, on sent bien le sureau. Le sureau, c'est toujours... C'est puissant, hein. Ouais. C'est très puissant. C'est bien, toutes ces inventions. 40 ans après leur installation, ceux qu'on prenait pour des idéalistes ont transformé le destin du Larzac, voué à l'exode rural. Et le succès est au rendez-vous. Moi, je suis heureuse de voir que ça continue, voilà. Nous, on va partir, mais on sait qu'il y aura la relève. C'était le but. 6000 hectares à gérer collectivement par des paysans eux-mêmes. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui disait « oui, ça va être facile hein. ». Et c'est pas facile. Mais du coup, on voit qu'après 30 ans, ça valait le coup quand même. De sauver toutes ces fermes, de les sauver de la ruine, elles auraient été détruites pour la plupart. Et là, non, il y a des familles, il y a des trucs qu'on invente, il y a des trucs pour le goût. Enfin, moi, je trouve ça super, quoi. Même si on n'a fait que ça, c'est pas grand-chose, c'est un petit confetti, là. Mais moi, ça me fait immensément plaisir que tout ça continue et que la terre, elle reste cultivée pour faire plein de choses bonnes et belles, voilà. Lorsque nous avions rencontré Joël Ménet en 2012, il affrontait les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, je ne sais pas si c'est un accident, on ne connaît pas la cause, mais il est bien parti. Et en plus, il est à contre-vent, mais malgré tout, il génère son vent, comme souvent le feu, et il avance avec beaucoup de force. La nuit sera longue. Attends, stop, c'est bon, stop. Joël était alors simple pompier volontaire. T'as vu la
rafale de vent, t'as vu la reprise, comment elle prend? Là, il y a du rayonnement. Hein. Là, c'est bon. Sept ans après l'émission, il a pris du galon. Ce matin, à Perpignan, il reçoit un insigne en argent des mains de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Lieutenant Joël Méné, nous décernons l'insigne de chef de centre d'incendie et de secours étoile d'argent. On vit une vie parallèle, cette vie de pompier, qui nous prend beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'on est presque tous là, les trois quarts, c'est des amis, et on est soudés et émus. Quelques jours plus tard, c'est au pied du massif du Canigou, à l'ouest de Perpignan, que nous retrouvons Joël. Voici Villefranche de Conflans, le village de son enfance, où il travaille et habite toujours. Au pied des remparts, fortifiés par Vauban au XVIIe siècle, Joël tient toujours le café emblématique du village, le Canigou. Alors, Ferrier, si vous voulez pas les glaçons, vous les mettez par terre. Hein. Voilà, ça marche. C'est le fief de sa famille depuis 4 générations. Mon grand-père, il a eu la bonne idée en 1965 de racheter. Alors on a la photo, c'est magnifique. Et ça faisait hôtel, bar, restaurant, coiffeur. Nickel. Bon, maintenant ça fait pompier en plus et coiffeur en moins. En tout cas, voilà, c'est certainement un des plus anciens commerces de Villefranche avec les mêmes gérants depuis le début. C'est ma maison, c'est mon village et c'est ici que je compte finir mes jours. Ouvert toute l'année, le café accueille les visiteurs de passage, tout comme les habitants du village. Ça bosse un peu aujourd'hui. Un peu mieux qu'habitude. S'il n'y avait pas le Canigou, on tournerait en rond quand même, quelque part. Hein? Puis c'est quand même, bon, c'est une équipe sympathique. Mais c'est le lieu où on peut se rencontrer, on peut se voir, où on peut discuter, on peut même s'engueuler, on peut tout faire. À l'intérieur, Joël a transformé le bar en musée, dédié à sa passion pour les soldats du feu. Même si je ne voulais pas collectionner, c'est cuit, c'est trop tard, c'est impossible à arrêter, c'est une déferlante. Il y a toujours quelqu'un qui arrive. Alors parfois, il y a le pompier en retraite qui arrive avec des affaires qu'il me donne. Comme là, ça m'a touché, quoi. Un client qui me mangeait ici, à l'issue du repas, il paye, et puis il me dit, je vous donne le casque. C'était un ami à moi qui est décédé. J'ai rangé sa maison, j'ai trouvé le casque. Je ne savais pas où le mettre, je vous le donne. C'est pas un objet, ça, c'est plus. Il a eu une vie. Et en restant ici, sa vie continue. L'impact de l'émission qui a été diffusée en 2012, c'est la région qui en a bénéficié. Les hôteliers alentours m'ont dit qu'ils avaient ressenti alors, une croissance. Mes copines qui font les espadrilles, pareil. Ça serait un peu naïf de croire que c'est que pour le bar. Je trouve qu'elle est belle, cette histoire, quoi. Ça a dû générer beaucoup de joie, d'émotion, voilà, c'est important. Au-dessus de Villefranche de Conflans se dresse le fort Libéria. Une sentinelle construite par Vauban à la fin du XVIIe siècle. L'édifice est géré par Joël et son père depuis une trentaine d'années. Quand nous avions rencontré Joël, en 2012, c'est lui qui faisait visiter le fort. Ah, mais justement, on parlait d'affaires de restauration et de famille. Là, le bâtiment était alors en pleine restauration. C'est le cas. Donc, mon père et José, donc, ils sont en train de
fignoler un petit peu. On a prévu de faire un banc, puisqu'on a pensé un petit peu que le fort étant tout en escalier, tout en dénivelé, quelques zones de repos pour notamment les personnes un peu âgées ou en mobilité un peu réduite puissent quand même se reposer. Aujourd'hui, tous les chantiers sont achevés. Le fort est devenu un monument incontournable de la région. Il accueille près de 60 000 visiteurs par an. Ce matin, Joël monte au fort en compagnie de Thierry, un vigneron de l'Aude. Les deux hommes se sont rencontrés à la suite de la diffusion de notre première émission. Ensemble, ils ont décidé de tenter une expérience insolite. Faire vieillir des bouteilles de vin entre les murs de la forteresse. Allez, Andaman, allez. Cap le fort. Ils apportent la cuvée de l'année. Il aura un peu voyagé, ce vin. Il aura pris de la hauteur. Pour stocker les bouteilles, Joël a choisi les anciens entrepôts d'alimentation de la garnison. Ouais. Voilà, c'est l'ancien magasin à farine. Et nous, comme on ne fait pas de pain, on fait du vin. Vous avez vu que du coup, il y a la cuvée de 2013 qui est un peu mélangée à la 2016. Voilà, 2016, 2013. Donc, en 2012, il n'y en a plus. Tout a été vendu. C'est extra, là. On sent cette température, c'est pas besoin de climatisation. Ici, c'est pas la plaque au plâtre, ici, c'est la pierre, quoi. Et c'est vrai que la pierre nous transporte en plus, hein. Et elle maintient cette température. Le vin, ça ne peut que lui être favorable. Ah, le bruit. Ouais, c'est bon. Joël et Thierry ont commencé leur collaboration il y a 5 ans. C'est pas souvent quand on fait quelque chose qu'on le réussit à tous les coups. Donc c'est une... Disons, quand les gens sont gentils, souvent, ils s'entendent bien. Donc quand on s'entend bien, c'est que tout marche. C'est pas que du mercantile, c'est pas que du commerce. Voilà. C'est du lien et comme nous dans les pompiers, exactement. Voilà. C'est de la camaraderie aussi. Camaraderie, voilà. Des liens qui sont très importants dans un monde qui se délite un peu là. C'est pas mal qu'on arrive tous à trouver en bonne intelligence toujours l'assemblage. L'assemblage, c'est un terme viticole en plus. Mais l'addition, le rassemblement de tout ce qui est possible. Et finalement, grâce à l'émission, ça crée des liens. Si la télé pouvait créer des liens tout le temps comme ça, allez, salut. Son engagement pour la protection du patrimoine local, Joël l'exerce aussi à travers son activité de pompier. Quand il n'est pas au fort ou derrière le bar, il organise régulièrement des exercices de prévention dans des sites de la région. Ce matin, il a rendez-vous à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Fondé au XIe siècle, le monastère est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman catalan. Il abrite toujours une petite communauté religieuse. Pour monter à l'abbaye, il faut emprunter cette route sinueuse, très difficile à pratiquer en voiture. C'est le seul moyen pour les pompiers d'accéder au monastère.
Le plus dur, c'est les virages, hein, parce que les virages, il faut manœuvrer à pratiquement tous les virages. Hein. Il n'y a pas un virage qui passe d'un coup. Hein. Ce qui est compliqué, c'est le fait de devoir manœuvrer comme ça de façon très millimétrée, on va dire. Ça passe, ça passe. Là, tu peux aller, ça passe. Ouais, c'est dommage. Ce rebord, ça sert quand même à se tenir. Hein. Joël est l'un des rares pompiers volontaires de la région à savoir effectuer les bonnes manœuvres rapidement. Cette route qu'on prend, nous, au niveau du centre de secours, on a un seul véhicule apte à même de pouvoir y accéder par cette route. Donc c'est le seul véhicule pompier qui puisse accéder justement sur l'abbaye. Ou sinon, on fait appel à l'hélicoptère. Encore un peu. Ah là, c'est bon. Là, tu passes, c'est bon. Tu peux aller. Ça passe. Au sein de l'équipe, Eline, une jeune pompier volontaire en formation de 17 ans. C'est toujours spécial de monter à l'abbaye. C'est un endroit magique qui fait partie de notre territoire. Donc c'est important pour nous. Bon, c'est équipe léger. Hein. Ouais, juste la veste. En cas d'incendie, les moines doivent pouvoir commencer à éteindre les flammes tout seuls. Ah, bonjour Paul, nous voilà. Le père Paul, l'un des membres de la communauté, va donc avoir droit à une formation spéciale. Ça va, la montée s'est bien passée? Oui, ça va. Alors, on fait un petit parc matériel ici. Les pompiers vont simuler avec lui une intervention sur l'une des chapelles de l'abbaye, avec le matériel stocké sur place. Voilà. Le père Paul apprend à dérouler les tuyaux et à manier la lance. C'est bon, je tire encore. Vous allez voir Joël, le chef. Moi, je vous raccorde là. Allez-y, allez-y, montez, montez. Finalement, c'est plus facile que ce que je le croyais, mais c'est bien. Ici, on doit être tout le temps en prévention. Et le temps que les pompiers montent, à peu près 20 minutes, 20 minutes de montée pour les pompiers de Vernet. Donc on puisse déjà peut-être éteindre un feu, déjà peut-être se sécuriser, etc. etc. Donc c'est important de savoir, d'avoir ces premiers gestes, de savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Allez-y, allez-y, jetez-le. Voilà. Allez-y, voilà, très bien. Très bien. Voilà, prenez la lance. Hop. Prenez la lance, allez à l'incendie, et moi je fais le raccord. Prenez la lance avec Joël. Mais il nous manque un rouleau. Alors, le but, maintenant, on va voir si c'est satisfaisant pour éventuellement, s'il y avait le feu dans cette chapelle-là ou quoi, par exemple. On va voir si le jet est suffisant, mettons s'il fallait protéger la toiture. Et le petit plan de la division, elle est prêt. C'est pas un jet surpuissant, mais voilà. Vous imaginez, là, il y aurait le feu, il y a le feu sur cette partie-là, vous arrosez là, quelque part, vous empêchez peut-être de se propager. Il y en a peut-être plus que tout à l'heure, même. Mais il y a un bon débit quand même. Hein. Oui, il y a un bon débit. Ouais. On pourrait même atteindre la toiture là-haut. Hein. D'accord, donc je pourrais être bientôt sapeur-pompier bénévole. Voilà, volontaire. volontaire. Joël, c'est un peu notre ange gardien. Hein. J'ai toujours son numéro de portable direct. Hein. S'il y a un souci, je l'appelle. C'est lui a toute une histoire, tout un passé et qui continue aujourd'hui. Hein. Il faut le protéger absolument. L'entretenir et le protéger. Parmi les joyaux du monastère, voici le cloître, dont la partie sud s'ouvre sur le vide. Le long de cette galerie, des chapiteaux en marbre du XIIe siècle ornent les colonnes. Entre scènes bibliques et bestiaires fantastiques, ces sculptures ont été réalisées au Moyen-Âge par les moines eux-mêmes.
Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est peu à peu tombée en ruine, avant d'être entièrement restaurée à partir du début du XXe siècle. Le seul édifice à avoir traversé le temps, c'est le clocher, resté quasiment intact depuis 1000 ans. Joël profite de l'occasion pour y monter avec le père Paul. Voilà le clocher ici, hein. Tu vois, le beffroi. Et puis les 5 cloches qui sont positionnées juste sur ce beffroi. Ça, c'est la cloche qui sonne pour les messes. Et tu vois, elle est beaucoup plus grande, bien sûr, mais elle a un son beaucoup plus grave. Alors, chaque cloche est baptisée. Donc, ici, on voit donc l'année de son baptême. Hein. C'est écrit en catalan. Donc, Joël, peut-être tu peux... He estat batejada, j'ai été baptisé en l'an 1904. Voilà. Ça, c'est le parrain et la marraine. De cette cloche. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir comment les gens, avec les moyens de l'époque, faisaient des choses aussi belles, quoi. Et qui ont traversé le temps, quoi. Voilà, nous, on est petits. C'est vrai que c'est un lieu qui est quand même protégé, parce que personne ne vient ici. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on ressent une émotion, parce que tout d'abord, il y a un silence qu'on ressent ici. Et puis, c'est bien sûr la vue, hein, cette vue imprenable sur la vallée, qui, je dirais, nous amène notre regard sur l'horizon, et un peu plus loin même que l'horizon, vers cet absolu. Hein. Amoureux de sa région et de son patrimoine, Joël veut transmettre à ses enfants cette passion pour son pays. La gourde, les chapeaux. Bon, on y va. En 2012, nous l'avions filmé lors d'une randonnée avec sa fille Inès, sur les pentes du Canigou, la montagne emblématique des Catalans. On est au toit du monde. Notre monde à nous. Ah, c'est Pyrénées quand même. En fin de journée, nous retrouvons Joël à quelques kilomètres de Villefranche de Conflans. Il est venu en famille visiter le hameau abandonné de Flassa et son église, restaurée par son père dans les années 80. C'est là que se trouve une partie de ses origines. Avec lui, Inès, qui a maintenant 17 ans, son fils et son père. Donc, les bêtes en dessous et à l'étage, les habitants. Je venais souvent là, avec mon père. Là, on est donc dans le petit hameau de Flassa, et qui avait une grosse vocation pastorale, puisque là, ce sont des courtals. Des courtals, c'est des bergeries en français. Ce seraient des bergeries en français, avec donc beaucoup de moutons, et à l'étage, les quelques familles qui résidaient là, qui habitaient au-dessus. Donc il faut imaginer tous les moutons là qui tout autour là pâturaient. Et... Ouais, il devait y avoir un bruit de cloche aussi. Ah, et puis il y avait le four à pain, parce qu'évidemment ils étaient autonomes. Toutes nos montagnes sont parsemées comme ça de cortals. Bien souvent, il reste les 4 murs et encore en ruine. Parce que là, quand même, on voit que elle devait être de qualité, quoi, puisqu'elle a tenu, hein, malgré le manque d'entretien et le fait de l'abandon du hameau. Est-ce qu'on serait capable de refaire ça maintenant? Un lotissement tel qu'on en voit à l'entrée de nos villes actuellement, ça n'a pas le même charme. Hein. Ça ne te donne pas envie, Inès, toi, d'avoir 4 moutons et... Juste pour la tranquillité, ouais, et le paysage. Moi, j'aurais aimé grandir là-dedans. Ouvrir les volets, voir ce paysage, courir dans les champs, s'occuper des moutons. Ça aurait été quelque chose de sympathique à vivre, je pense. Au moins, ils auront vu qu'il y a eu quand même dans ces montagnes une vie laborieuse, quoi. Le joyau du hameau de Flassa,
c'est son église du XIe siècle, perchée au-dessus du vide. Ces petits oratoires en balcon sont une spécialité locale. Tout autour de Villefranche de Conflans, une quinzaine de chapelles romanes dominent ainsi la vallée. C'est le cas de l'ermitage Notre-Dame de Vie, bâti à même la falaise. Un peu plus loin, la chapelle Saint-André de Belloc et son imposant clocher-mur. Les enfants de Joël vont maintenant découvrir l'église de leurs ancêtres. L'édifice a été entièrement restauré par le père de Joël et des bénévoles dans les années 80. On a beau y venir régulièrement, chaque fois ça a coupé le souffle. Mais comme souvent les chapelles romanes, là, ça invite au recueillement, quoi. On ne peut pas rester insensible. Ici, on a l'impression que les toits sont comme ça, mais à l'intérieur, c'était tout voûté. Et c'est ces voûtes-là qui se sont effondrées. Cette église était en péril, parce qu'il y avait toute une partie là était démolie. Le clocher-mur était dans tous les sens, enfin, mauvais état. Et quand ça m'a incité donc à me lancer, j'ai dit, c'est pas possible de laisser tomber le patrimoine comme ça. Grâce à l'obstination de ces passionnés, l'église a été sauvée de la ruine et classée au titre des monuments historiques en 1987. On ne peut qu'être content que notre famille ait contribué à restaurer tout ça. Et que les ancêtres aussi de notre famille aient foulé cette terre, quoi. Ça, c'est sympa. C'est magnifique, le système, là. Allez, on rentre. Mais déjà, rien que la clé, moi, elle m'impressionne. Chaque fois, les clés sont déjà, elles te laissent entrevoir ce que tu vas découvrir. Alors, on voit bien donc que ça a été restauré, puisque donc c'est une charpente qui a remplacé la voûte en pierre. Le chœur de l'église recèle un trésor. Au plafond, la voûte a conservé les restes de fresques très anciennes. Écailles de poisson, coquilles d'escargot et arabesques. On y décèle 3 décors différents réalisés entre le XVe et le XVIIe siècle. C'est vrai qu'au fil du temps, et sachant qu'elle a été endommagée, et surtout quand le toit est affecté, c'est pas évident qu'il puisse rester quand même des choses aussi bien conservées, quoi. Alors évidemment, au-delà du monument, c'est le panorama qui est... on l'a bien mérité. La vallée, là, c'est magnifique. La vallée de la Tête. Ouais. La route du col de Fins, Vernet, Cornéa, Fiols. Moi, quand je vois mon rythme de vie, je me dis que finalement, j'ai pas eu le temps de leur transmettre tant de choses que ça. Et là, par contre, qu'ils puissent, eux, se réapproprier à leur rythme, à leur façon. Il y a toute une vie pour ça. On a le temps, mais de savoir qu'éventuellement, on ait pu avoir des racines ici, qu'il y ait pu avoir des gens qui vivent, comme disait mon père, avec une extrême solidarité, parce qu'une vie rude et simple, certainement, mais une vie certainement heureuse. Et donc, de se ressourcer de ses origines pour être ouvert au monde, quoi.